Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Le débat du jour, le droit à la déconnexion pour les salariés. Je m'explique. Il y a quelques jours, la CGT Cadre a lancé une campagne contre le harcèlement numérique des entreprises. Le problème, selon le syndicat, 75% des cadres et 39% des salariés déclarent utiliser les nouvelles technologies pour leur usage professionnel, mais lors de leur temps personnel. Alors, dans quelle mesure cette utilisation est-elle subie? À quel moment parle-t-on alors de télétravail? Peut-on imaginer des freins à ces imbrications vie privée, vie professionnelle à l'ère du numérique? Pour en parler, nous sommes avec Sophie Binet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale adjointe de l'UGICT CGT, l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens de la CGT. Vous venez donc de lancer cette fameuse campagne. Maître Alain Bensoussan, bonjour. Bonjour. Avocat au barreau de Paris, vous êtes notamment spécialiste en droit des technologies avancées et donc concernant le numérique et Internet en particulier. Sont avec nous également par téléphone Joanne Menrat, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous avez travaillé avec la Fédération française des télécoms, vous observez et analysez les usages des télécommunications et d'Internet depuis 10 ans dans le cadre de Discours et Pratiques, une société de recherche appliquée qui réunit plusieurs scientifiques. Olivier Ledeuf, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication, maître de conférences à l'université de Bordeaux 3. Vous effectuez des recherches autour de la culture de l'information et des mutations engendrées par le numérique. Vous avez notamment écrit La formation aux cultures numériques, une nouvelle pédagogie pour une culture de l'information à l'heure du numérique chez FYP Éditions. Sophie Binet, pourquoi vous avez lancé cette campagne maintenant? Ça fait un moment, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le sujet qu'on traite assez régulièrement. Ça devient le marronnier presque de la vie en entreprise. Le côté, on continue à être connecté même en dehors des heures de travail. Non, justement, d'un côté c'est le marronnier dans le sens où on le sait, que c'est une réalité massivement vécue et vue. Par exemple, quand on prend les transports parisiens, on voit des cadres qui travaillent dans les transports. Mais de l'autre côté, cette réalité, elle n'est absolument pas prise en compte, ni dans la négociation d'entreprise, ni surtout dans le décompte effectif du temps de travail. Nous, on a lancé cette campagne pour le droit à la déconnexion et pour une réduction effective du temps de travail des salariés, parce que ce qu'on constate, c'est que le temps de travail est bien supérieur à 35 heures. C'est en moyenne aujourd'hui 39h30, plus de 44 heures pour les cadres, mais que ces données officielles, elles sont très largement sous-estimées puisqu'elles n'intègrent pas le temps de connexion. Et ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est l'interaction de plus en plus forte entre la vie privée et la vie professionnelle et l'absence de respect des droits au repos des salariés. Et puis le deuxième problème, c'est qu'on assiste à un mouvement de développement d'un travail dissimulé massif, notamment chez les cadres, donc ce qu'on peut appeler du travail au noir, puisque quand 75% des cadres déclarent travailler à l'extérieur de leur lieu de travail et de leur temps de travail en utilisant leur tablette, leur ordinateur, leur iPhone, ça c'est du travail au noir. Je vais me faire l'avocat du diable avant de laisser la parole à Maître Bensoussan, mais est-ce que vous avez décompté les heures ou les minutes que les cadres passent sur leur lieu de travail à faire des choses personnelles? Oui, alors ça c'est la question traditionnelle, sauf que oui, de fait, ça fait partie aussi de stratégies d'entreprise de laisser leurs salariés pouvoir avoir une autonomie au travail et regarder leur mail personnel ou autre. Mais si on fait le calcul entre le temps passé personnellement au travail et le temps sur son temps personnel passé au travail, là il y a pas photo. Les choses sont très claires et d'ailleurs c'est bien pour ça que les directions d'entreprise le tolèrent, voire même d'ailleurs l'encouragent pour permettre une implication plus importante de leurs salariés et faire en sorte que la communauté de travail soit plus agréable. Maître Bensoussan. Alors là, moi, je suis complètement à l'étranger d'une telle position. Le droit à la connexion, ça n'a aucun sens aujourd'hui. Oui. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, on parle créativité, agilité, effectivement fusion des zones privées et publiques. Mais qui n'arrive pas en retard? On va pas commencer, on n'est plus Chaplin. Oui, il faut regarder, on n'a pas besoin de courir pour être à l'heure. Et sur Facebook, sauf effectivement, je veux bien qu'on dise ça, mais lorsqu'on connaît effectivement les pointes de Facebook, c'est vers 10h, 11h, le droit. Mais bien évidemment, et pourquoi? Parce que ce qui compte aujourd'hui, c'est que ces technologies permettent de lisser le stress. Et très souvent, lorsqu'un cadre lit Facebook, à titre particulier, c'est qu'il est souvent dans une moment de tension. Et lorsqu'il va lire ses mails le soir, c'est tout simplement pour préparer son travail. Je crois que les cadres, je parle des cadres qui sont autonomes, qui sont hors forfait jour, ceux qui décident de l'heure d'arrivée, de l'heure de départ,
laissez-les vivre avec les technologies nouvelles. Arrêtons, on ne pointe pas. À l'arrivée de l'entreprise, on ne pointe pas toutes les 10 minutes. Vous vous rendez compte, s'il fallait regarder... Alors là, tu travailles quand? Parce qu'on sera en tutoiement, bien évidemment, hein, tout de suite, dans un rapport effectivement dominé-dominant. Non, les cadres aujourd'hui, les cadres notamment qui utilisent l'électronique, sont effectivement armés pour être en agilité et dans ce temps de présence. C'est le balancement, c'est l'équilibre qu'il faut chercher. Et chacun d'entre nous ne veut pas être contrôlé au travail pour savoir s'il travaille ou ne travaille pas, et ne veut pas être contrôlé chez lui pour savoir s'il travaille ou ne travaille pas. Il faut ici trouver un point d'équilibre. Alors Sophie Binet, je vais vous laisser répondre. Je voudrais quand même l'avis de notre sociologue Joël Menrat qui est avec nous. Justement, quel est votre avis là-dessus? Est-ce que de toute façon c'est irrémédiable, ce que je disais tout à l'heure, finalement l'un s'imbrique dans l'autre et vice-versa, ou est-ce que effectivement à un moment donné on peut éventuellement penser à mettre des limites? Oui, alors moi je pense que c'est en effet irrémédiable. Cette imbrication vie professionnelle, vie privée, elle est, comme vous le disiez, réciproque. Et puis c'est vraiment la marge de l'histoire. Et d'ailleurs, par parenthèse, je pense qu'il est important de dire qu'on retrouve là un état de fait dans cette imbrication, dans ces frontières devenues floues, qui était celui des rapports entre travail et famille jusqu'à l'ère de la révolution industrielle où on s'est mis à travailler loin de chez soi. Mais avant, mêler le travail et la vie de famille ou la vie amicale ou la vie sociale ordinaire était la norme en fait. Donc aujourd'hui, je trouve qu'on se dirige vers ce nouveau mode de fonctionnement, ce nouveau mode de relation au travail où avec ces outils, au fond, on est un peu partout au travail et un peu partout aussi chez soi. Enfin, en tout cas, en lien avec ses proches. Mais ça ne suppose pas, ça suppose malgré tout plutôt que, je pense, un équilibre doit être trouvé. Mais alors, par chacun. Moi, je crois beaucoup aux capacités singulières des individus à s'autodiscipliner et à se ménager des moments de non-connexion. Donc pour moi, le terme de déconnexion est pas le bon de toute façon, car les individus ne sont pas connectés comme le serait une machine. Hein. Les individus ne sont pas branchés en permanence. Mais les personnes que j'observe dans mes enquêtes, je vois qu'elles se ménagent des temps sans téléphone, sans mail, pour à certains moments, et puis elles choisissent en effet de se connecter à d'autres. Mais il n'y a pas de connexion permanente dont on se déconnecterait parce que nous ne sommes pas des ordinateurs. Sophie Binet, c'est ça la question aussi, c'est à quel moment c'est subi ou non cette connexion? Oui, en fait, nous, l'enjeu, c'est bien de rendre aux cadres l'autonomie et la maîtrise de leur travail et de leur temps de travail. Donc, on n'est pas du tout contre les technologies. D'ailleurs, notre campagne, c'est droit à la déconnexion et à la connexion. C'est bien les deux. Par contre, pour avoir la maîtrise, aujourd'hui, on est quand même dans un contexte où il y a une augmentation très importante de la charge de travail des salariés et une augmentation très importante de l'intensification du travail. Et donc, pourquoi est-ce que les salariés travaillent de plus en plus chez eux ou dans les transports? Parce que quand on travaille en open space, par exemple, comment pouvoir se concentrer pour faire un rapport, un compte-rendu de réunion, etc. On préfère ramener ça chez soi où on est enfin au calme. Sauf que ça atteste de modalités de travail qui ne sont pas forcément les bonnes et ça atteste d'une dégradation des conditions de travail des ingénieurs, cadres et techniciens. Ensuite, cette réalité, elle dépasse très largement les salariés qui aujourd'hui sont au forfait jour. Ça concerne quand même plus de 12,5% des salariés, mais les salariés qui travaillent en dehors du boulot ne sont pas tous au forfait jour. Et puis nous, l'enjeu, c'est bien de renvoyer à la responsabilité de l'employeur, puisque le code du travail là-dessus est clair. Ça n'est pas aux salariés de s'assurer du respect de son temps de travail, de son temps de repos. C'est à l'employeur de garantir que les principes du code du travail sont respectés. Et pour finir, nous, notre référence, c'est le travail qui est fait actuellement en Allemagne et qui a été lancé suite à la mobilisation des syndicats, notamment dans le domaine de la métallurgie. Un certain nombre d'entreprises ont donné l'exemple. On ne demande pas à ce qu'un salarié ne puisse pas envoyer de mail. Ce qu'on demande, c'est qu'un salarié, pendant son temps de repos, ne puisse pas être récepteur de sollicitations professionnelles. Et ça correspond complètement avec la définition
définition de ce que c'est qu'un temps de repos. Faire l'avocat du diable, choix à lui de les regarder ou non, Maître Bensoussan. C'est un peu plus compliqué que ça. Je crois que le monde, on rentre dans un monde de la vie virtuelle, où la notion de territoire n'a plus aucun sens, où chacun peut s'organiser. À partir de là, c'est une maîtrise. La plupart des gens, lorsqu'ils n'ont pas leur smartphone ou leur tablette, en plus c'est devenu un doudou maintenant. Mais bien sûr, ils retournent le chercher. Donc quelque part, ça augmenterait le stress, à mon avis, des gens de ne pas regarder. Au fond, c'est à chacun d'entre nous. Alors il faut peut-être mettre de la formation, il faut peut-être mettre de la sensibilisation. Mais aujourd'hui, le monde virtuel est un monde sans frontières. Et ce qui compte, c'est le rapport au plaisir dans le travail et la protection, bien évidemment, de sa vie personnelle. Dans ce rapport-là, les anciennes règles, je suis connecté ou pas connecté, je suis présent ou je suis pas présent, je badge ou je ne badge pas, n'ont aucun sens. C'est dans la concertation qu'il faut discuter. La plupart des cadres aujourd'hui regardent leur mail. C'est plutôt pour se détendre et pas du tout pour travailler. On vit pas dans le même monde. Et le principe fondamental du Code du travail, c'est de garantir un décompte, une rémunération des heures effectuées et de garantir que le lien de subordination du salarié avec son employeur, il n'est que temporaire. C'est ça le principe qui doit être garanti. Maître Bensoussan. Le principe du droit du travail, c'est de rendre d'abord et avant tout les collaborateurs heureux. Dans la vision de ces collaborateurs heureux, où est se trouve le bonheur? Il faut partir des vraies valeurs et après de faire de droit. Le droit, il est inframoral et supra-économique. L'économie, on le voit bien au niveau de la pression. Mais les collaborateurs qui ont leur smartphone demandent d'abord de pouvoir l'utiliser à titre privé. Ça, c'est la première demande la plus importante. C'est qu'il n'y ait pas de rupture. On ne rentre pas dans son entreprise en oubliant qui on est et qui on sera. Ça, c'est la première demande. La deuxième demande du salarié, c'est d'avoir un droit à la vie privée. Certes visuel, mais un droit d'avoir la vie privée, de pouvoir lire Facebook, d'envoyer ses mails, de pouvoir aller à l'école chercher ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il est en continuité du travail. Et lorsqu'il aura pris cette heure, alors qu'il est toujours en liaison avec son employeur, que son employeur pendant ce moment-là n'a pas eu besoin de lui, laissez-moi. Alors oui, excusez-moi, Sophie Binet, est-ce que vous avez lu mon mail envoyé hier à 22h? Là, il y a un problème. Là, je vais lui donner savoir. Alors, et puis très rapidement, parce qu'on va passer, on n'a pas fait parler Olivier Le Deuf encore. Ce que je crois, c'est que bien évidemment, c'est pas la peine d'envoyer des mails à 22h, d'abord à ses collaborateurs pour leur demander la réponse demain matin 9h. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis par ailleurs, c'est pas non plus la peine que les collaborateurs envoient à 22h le travail qu'ils ont fait à 21h parce qu'ils n'étaient pas là l'après-midi. Oui, mais aujourd'hui, c'est ça, ça se produit. Si vous étiez en lien avec le monde du travail, vous sauriez que ça se produit. Alors, c'est pas Sophie Binet, s'il vous plaît. Olivier Le Deuf, pardon, vous êtes en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication, maître de conférence à l'Université de Bordeaux 3. On voit ce que soulevait aussi Alain Bensoussan à l'instant, c'est la question justement de l'autorégulation, de la pédagogie, de savoir comment on utilise ces outils. Bon, ça c'est une question qui est déjà assez ancienne effectivement, mais à mon avis il y a plusieurs problématiques qui sont derrière. Il y a la question effectivement du travail, qu'est-ce qu'on appelle travail, et on a un rapprochement de plus en plus étroit entre parfois sphère privée et sphère des loisirs, ce qui fait que vous avez des personnes qui sont dans l'incitation et qui vont travailler parce qu'ils aiment ça. Et effectivement, ça peut produire des effets assez néfastes, c'est-à-dire qu'on ne compte pas le nombre d'heures passées. Et le but est plutôt celui de la performance et celui d'être dedans. Est-ce que je comprends un peu les craintes effectivement qui est derrière. Qu'est-ce que vous préconisez du coup, vous, par rapport à tout ce que vous avez étudié sur la question? Moi, je préconise rien de spécifique. Simplement, effectivement, le monde du travail est en train de changer et que derrière, ce qu'il faut rappeler, c'est que d'un côté, ce temps passé, en plus pour l'entreprise très souvent, est aussi un temps d'indépendance. C'est un temps d'indépendance dans la mesure où les cadres vont glaner des compétences nouvelles, des relations nouvelles en dehors de leur entreprise classique, traditionnelle, ce qui fait qu'on a une transformation et une prise d'indépendance aussi du salarié qui devient reconnu en dehors de son entreprise traditionnelle pour ses compétences. Alors ce qui fait qu'il y a un côté double, il y a un côté néfaste parce qu'on a tendance, en tout cas dans un premier temps, lorsqu'on est plutôt jeune cadre, à travailler plus pour gagner sa légitimité, mais de l'autre, on gagne aussi en légitimité en dehors de l'entreprise, ce qui permet de gagner une légitimité différente et qui peut être ensuite mobilisée. Donc c'est vrai que la question des frontières au niveau du temps, mais aussi la question des frontières au niveau des lieux, au niveau de l'appartenance à l'entreprise, est en train d'être bouleversée. Et pour le moment, c'est vrai que ça reste évidemment flou par rapport à nos cadres
nos cadres juridiques traditionnels, mais je comprends aussi l'inquiétude quand derrière, ça peut être un moyen évidemment de pression. Vous pouvez très facilement motiver vos cadres à les faire travailler davantage, à les faire travailler le week-end, mais c'est difficile. On est entre le gain de liberté d'un côté et puis les spécificités de la contrainte qui sont exercées, mais de façon parfois invisible ou non dite. Sophie Binet, effectivement, on a l'impression quand même qu'on est dans un processus, et ça vous en rendez bien compte, à peu près irrémédiable. Ceci dit, ce que vous préconisez, c'est finalement de l'auto-responsabilisation, au niveau de chaque entreprise, réfléchir un petit peu à la question, c'est ça votre idée? Nous, on n'est pas du tout pour revenir en arrière. Les technologies, on y tient dans notre travail. Ça permet des gains de productivité, d'être plus efficace, de mieux communiquer, d'avoir effectivement plus de liberté. Et le problème, c'est que l'essentiel des salariés, notamment les cadres, sont attachés à leur métier, l'aiment et donc effectivement vont travailler le soir, le week-end, etc. Mesurer de quel pourcentage de cadres sentaient cette pression subie, en tout cas cette connexion et cet attachement finalement, parce que comme le disait Maître question, c'est un peu le doudou aujourd'hui. La question, c'est pas forcément de savoir si ça va être subi ou choisi. Par exemple, moi, dans mon travail, je commence à travailler le dimanche soir, comme ça, le lundi, je sais que je vais arriver moins sous pression parce que j'aurai tout anticipé. Sauf que le problème, c'est que ce travail du dimanche soir, c'est un travail bénévole. Moi, je suis pas au forfait jour, je suis payée 35 heures, je fais largement plus de 35 heures sur mon lieu de travail, et en plus, je travaille le week-end. Est-ce que c'est vraiment mon choix? Le problème, c'est que si je le fais, c'est parce que au quotidien, je suis confrontée à une intensification du travail. Aujourd'hui, par exemple, les chiffres, c'est que en moyenne, un cadre est interrompu toutes les 4 minutes dans son travail. Donc forcément, pour faire un travail de fond, mettre à jour son planning de rendez-vous, etc., vaut mieux qu'il l'anticipe. Sinon, j'arrive le lundi matin et je vais être complètement la tête sous l'eau. Mais c'est vrai qu'il y a la question par rapport à ce temps, l'envahissement. Par exemple, si on prend juste les mails, par exemple, on en est tous à 350, je sais plus, 400 mails par jour. On les lit plus. Oui. Il se régulation, il ne les lit plus. Tout le monde est d'accord. Tout le monde devient plus gentil. Par exemple, avant, quand vous arriviez en retard à une réunion, on vous faisait les gros yeux. Maintenant, avec un meeting request, comme chacun effectivement n'arrive pas forcément à les lire, eh bien c'est pas très grave. En fait, ce qui est tout à fait nouveau, c'est cet attachement à être libre. Ça rend libre de son temps, sous réserve des abus. Je ne parle pas de cela. Je parle des gens qui travaillent avec bonheur, qui sont contents de voir leur système informatique leur permettre d'avoir une fusion des deux réalités. Moi, il me semble que le plus important pour un collaborateur et un cadre, notamment, c'est de faire attention à ses propres collaborateurs et ne pas être sous pression de son patron. Mais on voit qu'aujourd'hui, personne ne l'est et qu'on répond à LinkedIn. Attendez, c'est exactement... Vous avez une pression générale de l'élément. Tout le monde est heureux au boulot. Non, pas tout le monde est heureux. Bienvenue dans le monde des bisounours. Non, on n'est pas dans les mondes des bisounours. Mais prenons la pression de toutes les 4 minutes, 2 minutes. Regardez les jeunes, ils sont à la fois sur la télé, sur la radio, et ils travaillent. Aujourd'hui, les cadres, on fait 2, 3, 4 choses en simultané. Quelque part, si vraiment on était en position d'extrême tension, sous réserve, là encore, des abus, ces nouveaux systèmes nous ont rendus libres de pouvoir penser à la vie privée au travail et penser au travail chez soi. C'est cette liberté qu'il faudra protéger. Alors très rapidement, Joël Menrat, sociologue, et effectivement vous avez entendu tout ce débat, vous qui travaillez justement avec la Fédération française des télécoms sur tous ces rapports humains aujourd'hui, est-ce que ça peut vraiment rendre les gens plus heureux, comme le dit Maître Bensoussan? Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout une pression insidieuse? Oui, mais je pense c'est une vraie gymnastique aujourd'hui de réussir à mettre en place un équilibre de vie ou même une hygiène de vie avec ces nouveaux outils. Mais moi, encore une fois, ce que je vois dans mes enquêtes, c'est que les personnes, chacun à leur manière, ils travaillent réellement. C'est-à-dire que le trop de tension, la trop grande sollicitation suscite des réactions, alors qui consistent à ne pas justement se laisser interrompre toutes les 4 minutes comme le disent les chiffres statistiques, mais je sais pas selon quelle méthode, parce que en réalité on peut décider de ne pas avoir affiché ses mails, et c'est ce que les gens font en fait. Ils ont des systèmes bien à eux qui consistent à encore une fois se ménager des temps où leur attention sera celle qui convient, puisque on peut faire plusieurs choses à la fois pour certaines tâches, et puis on sait très bien tous que d'autres tâches requièrent une attention pleine
et continue. Et les jeunes le savent très bien. D'ailleurs, on caricature beaucoup trop les jeunes, à mon sens, comme des êtres multitâches. Mais non, les jeunes, lorsqu'ils ont besoin que ce soit les adolescents ou les étudiants, de rédiger, d'apprendre par cœur, ils laissent leurs outils numériques de côté. Moi, je le vois sans arrêt dans les enquêtes. Simplement, c'est le nouveau défi, je pense, du travail aujourd'hui, c'est de mieux se connaître et de mieux connaître ses capacités attentionnelles. Eh ben parfait, ce sera une belle conclusion. En fait. Ce sera une belle conclusion, Joëlle Menrat. Merci beaucoup à vous, sociologue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci également Olivier Ledeuf, docteur en sciences de l'information et maître de conférence à l'université Bordeaux 3, Alain Bensoussan, avocat au barreau de Paris. Merci beaucoup à vous. Et Sophie Binet, secrétaire générale adjointe de la CGT Cadre. Merci beaucoup à tous les quatre. Restez avec nous. Paris est à vous. Continue dans un instant, juste après un nouveau journal. Paris est à vous. L'émission qui donne le meilleur de la région capitale.